On parle souvent de la menace terroriste et on a raison d'en parler, même si nous vivons aujourd'hui, fort heureusement, une période d'accalmie. Ce risque terroriste est cyclique. Il y a des périodes plus dangereuses que d'autres et il y a aussi, depuis quelques années, une vigilance plus accrue de la part des États, des moyens déployés et une réelle prise de conscience, ce qui a permis de déjouer en France, mais aussi ailleurs, loin des caméras et de toute publicité, plusieurs opérations meurtrières, surtout depuis 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, je vais néanmoins vous parler d'une autre menace, moins spectaculaire celle-ci, et donc suscitant moins d'intérêt. Je veux parler de la menace islamiste. Le terrorisme islamiste, j'ai eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, n'est qu'un mode opératoire. Il s'agit d'une violence au service d'une idéologie. Cette violence, exercée contre les populations civiles le plus souvent, a vocation à introduire l'effroi et, comme son nom l'indique, à installer la terreur au sein des sociétés. L'ensemble provoque légitimement une médiatisation qui elle-même amplifie mécaniquement ces sentiments de peur et de crainte. Le plus souvent d'ailleurs, nous parlons d'islamisme que lorsque s'exprime le terrorisme, qui se réclame de ses textes et de ses théories. Alors si aujourd'hui nous vivons une accalmie sur le front de la menace terroriste, qu'en est-il réellement de la menace islamiste? Qu'en est-il de la menace idéologique? Peut-on s'endormir sur ses lauriers et se dire, puisqu'il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de menaces? On aurait tort de raisonner ainsi, en réalité. On aurait tort de suivre les points de vue farfelus de toutes ces chapelles, notamment à l'extrême gauche, qui vous disent « circuler, il n'y a rien à voir ». On aurait tort aussi de faire dans le catastrophisme qui invite à la reddition. Il faut juste voir la réalité en face et bien la cerner. Ceux qui vivent dans le déni, par peur ou par dogmatisme, ne rendent pas service aux sociétés démocratiques. Ils ne rendent pas service non plus aux musulmans apaisés qui sont, la plupart du temps, eux-mêmes dénigrés et menacés par les islamistes. Et pire, ceux qui refusent de voir la réalité fragilisent les démocraties. En France, mais aussi en Belgique, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, à un degré moindre en Suisse ou en Espagne, l'islam politique est devenu une sorte de normatif à chaque fois que la religion musulmane s'exprime. Je vais vous expliquer les choses et les aborder frontalement, même si, nous le savons, le sujet est tabou. Il y a toujours eu une distinction à opérer entre d'un côté la religion musulmane, celle qui est pratiquée dans l'intimité, qui est revêtue de spiritualité et d'éthique, celle qui dicte des règles de vie que l'on choisit d'adopter ou pas, pour soi, pas pour les autres. Et il y a, d'un autre côté, un islam politique, idéologisé, belliqueux et belliciste, provocateur, militant, méprisant toute différence et menaçant toute contradiction. J'ai toujours défendu ce point de vue. Entre les deux existe un fil très ténu, ce qui est normal puisque les deux se revendiquent du même livre, et les deux, la religion musulmane et l'idéologie islamiste, se réclament souvent des mêmes références. Le problème, c'est que les musulmans, ceux qui vivent leur foi dans la tranquillité, ne sont pas militants et ne revendiquent rien. En revanche, les islamistes, eux, sont dans une démarche prosélyte qui remet en cause constamment et presque systématiquement les valeurs universelles et qui tente, là où ils s'expriment, de fragiliser la démocratie et ses attributs, mais aussi une valeur comme la laïcité, rempart important face à l'islam politique. La France, mais aussi d'autres pays, font face à ce problème qui est visible, qui prône le repli sur soi et le communautarisme, qui ne reconnaît pas la communauté nationale, pire, qui lui voue
parfois une haine viscérale. Lorsque l'on parle de voile, on ne parle pas d'islam, on parle d'islamisme. Les militants islamistes voudraient que cela soit un problème musulman, considérant que ce sont eux les seuls vrais musulmans. C'est la raison pour laquelle ils œuvrent depuis de longues années, par exemple pour que le voile devienne un normatif, un référentiel musulman, en l'occurrence un symbole de la religion musulmane. Alors qu'en vérité, c'est un symbole et même un étendard, par excellence, et non déplaise, de l'idéologie islamiste. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement toujours plaidé pour que l'on prenne au sérieux cet uniforme qui est plus qu'un accoutrement ou qu'un vêtement porté par de gentilles croyantes. Aujourd'hui, l'islam politique, cet islam militant, qui veut installer de nouvelles mœurs, de nouveaux codes et de nouvelles traditions, y compris dans les sociétés non musulmanes, y compris dans les milieux sécularisés et laïques, y compris dans les démocraties, aujourd'hui cet islamisme s'exprime à chaque recoin de nos sociétés. Quand des voyous agressent à Toulouse une jeune fille pour sa tenue vestimentaire, jugée indécente, c'est parce que l'islamisme gagne du terrain dans les esprits. Quand, aujourd'hui encore, on vous parle d'abaya et de voile dans les collèges et lycées, c'est parce que l'islamisme fait des ravages dans les esprits des plus jeunes. Quand le vocabulaire évolue et que vous entendez dans chaque coin de rue, dans chaque discussion, des wallah, des mashallah, des inshallah, alors que ceux qui profèrent ces mots n'en comprennent le plus souvent même pas la signification, c'est que l'islamisme continue de remporter des batailles culturelles et qu'il phagocyte, y compris le vocabulaire. On peut continuer à ne pas voir. On peut penser que le problème islamiste est derrière nous, car il y a moins d'attentats. On peut continuer à considérer que la dénonciation de l'islam politique serait raciste, comme le clament bêtement les milieux gauchistes européens. Mais en vérité, je vais vous dire une chose. Le problème islamiste est autour de nous, et il est même devant nous. Il est devant nous car il compromet et il hypothèque l'avenir de nos enfants. L'islamisme met en danger toutes les sociétés, et je dirais peut-être davantage les sociétés démocratiques. Posez la question aux démocrates algériens, aux femmes iraniennes, aux Afghans victimes des talibans, aux laïcs tunisiens, aux athées et aux agnostiques vivant en terre d'islam, et même ceux qui sont nés dans des sociétés musulmanes et qui ne peuvent plus vivre tranquillement leur athéisme dans certains pays européens. Ce n'est pas une exagération. Ce phénomène, qui met en danger tout consensus démocratique, menace l'école de la République. Il met en danger la cohésion de la société. Dois-je rappeler qu'au nom de cette idéologie, des Français vouent une haine féroce à d'autres Français. Et c'est valable pour toutes les sociétés. Il y a 30 ans, j'avais vu comment, au nom de cette même idéologie, l'islamisme, des Algériens se mettaient à haïr d'autres Algériens, jusqu'à la mort, parfois dans une même famille. Aujourd'hui, j'observe, et depuis 20 ans, comment des Français, toujours au nom de cette même idéologie, haïssent d'autres Français, et toutes les valeurs émancipatrices qui sont l'âme de ce pays. L'islamisme s'attaque à toutes les valeurs qui constituent un projet de société moderne. Je l'ai dit, il fragilise la démocratie et la laïcité, il récuse les droits de l'homme, il remet en cause les institutions, refuse l'égalité entre les femmes et les hommes, véhicule des idées haineuses, notamment l'homophobie et l'antisémitisme, et excite les esprits les plus fragiles pour les pousser vers la violence. Face à ce défi, il faut une prise de conscience de la société civile. Et il faut surtout des actions claires, limpides, courageuses de la part des dirigeants politiques. Faute de quoi, ce sont d'autres extrémistes qui feront croire qu'ils défendront la République en proposant de fausses solutions, en incitant à d'autres haines. Si vous voulez suivre mes vidéos, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.